La ville de N'Djamena et sa périphérie font face aux inondations suite à la montée des eaux fluviales. Le phénomène, dit-on, n'est pas nouveau. Beaucoup de pays connaissent cette situation de catastrophe, mais pourquoi dans les pays où l'urbanisation et les services de prévision hydrométéorologique sont bien maîtrisés, l'ampleur du phénomène n'est pas moindre par rapport à celle du Tchad? Qu'en est-il du cas du Tchad en général et de la ville de N'Djamena en particulier? Pour en parler, Souleymane Diabo et moi-même Hinda Ahmed Chérif recevons sur ce plateau le secrétaire général de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, M. Alaina Yacoub Possé. Monsieur le secrétaire général, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci de m'avoir invité. Merci, c'est nous qui vous remercions donc d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, monsieur le secrétaire général, dites-nous, qu'est-ce qu'une inondation, qu'est-ce qu'une crue et quelle est la différence entre les deux? La crue, c'est lorsque les lits du fleuve, des rivières ou des cours d'eau, d'un lac sont saturés et ça entraîne les débordements. Alors que les inondations, ça peut être dû à la crue et ça ne peut parfois pas être dû à la crue également. Parce que les inondations, c'est l'estagnation d'eau sur un territoire bien donné et qui entraîne la submersion de certains terrains. Donc, les inondations peuvent être fluviales comme elles peuvent être pluviales. Mais la crue, elle est uniquement fluviale. Le fleuve Chari et l'Ogon sont sortis de leur lit et cause des inondations faisant des centaines de milliers de sinistrés. Monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qui est à l'origine des débordements des fleuves Chari et l'Ogon? Les raisons sont d'abord diverses, comme je le disais tout de suite, tout à l'heure, avec les effets du changement climatique dont le Tchad est l'un des pays les plus exposés compte tenu de sa situation géographique. Il faut se dire qu'en dehors du fait que les occupations ont eu lieu parfois sur des lits majeurs de ce fleuve, il faut aussi se dire que les différentes périodes de sécheresse qu'a connu le pays a fait qu'il y a eu des ensablements. Les lits de ces fleuves ont perdu leur capacité et en enregistrant une forte pluviométrie, la quantité d'eau n'étant pas en mesure d'être contenue par les lits de ces fleuves, il est tout à fait normal, c'est un phénomène naturel, que ces eaux débordent en dehors des lits majeurs. Donc, en dehors de ces faits, il faut se dire également que c'est un phénomène qui est cyclique et qui est accéléré et qui devient plus complexe et plus grave avec les effets du changement climatique, parce que le débordement de ces eaux ne date pas seulement d'aujourd'hui. Nous avons déjà connu plusieurs débordements des eaux des deux principaux fleuves. Il y en a eu, pour ne citer que quelques exemples récents. Nous avons connu ça en 1998, ça a eu lieu en 2010, en 2012. Dernièrement, nous l'avons connu en 2020 et cette année en 2022. Mais ce que nous vivons en ce moment, en 2022, est exceptionnel parce que le niveau d'eau que nous avons atteint cette année avoisine le niveau d'eau qui avait été atteint en 1961. Donc cela est dû à une pluviométrie qui a été exceptionnelle et qui est dû aussi d'une part du fait que toutes ces eaux convergent vers les lacs. Et l'achèvement du lac Tchad, la perte de sa capacité de rétention d'eau, fait qu'aujourd'hui, le lac est saturé, a perdu cette capacité de rétention d'eau, et les quantités d'eau qui convergent là-bas ne peuvent pas, c'est-à-dire se faire normalement, ce qui fait que nous avons assisté à un débordement précoce parce que d'habitude, comme je l'ai cité, les différents épisodes que nous avons eus jusqu'à là, en N'Djamena et dans d'autres villes, commençaient généralement vers la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Mais cette année, nous l'avons connu très tôt, compte tenu de ces changements climatiques, compte tenu de ces sécheresses, qui ont fait que le territoire en lui-même, avec l'ensablement, change et puis la surface de la terre change. Et ça fait que pendant longtemps, si nous connaissons pas, nous n'enregistrons pas une telle quantité d'eau, il y a des endroits, les passages naturels de ces eaux-là,
l'homme, il ne fait que s'adapter à la nature dans laquelle il vit. Vous êtes né quelque part, vous faites peut-être 30 ans, vous n'avez pas vu des eaux là, c'est tout à fait normal que vous vous installez. Mais une fois que nous avons une quantité importante qui arrive, il est tout à fait normal que ces eaux-là se frayent les chemins parce que c'est des passages naturels qui sont là. Nous avons connu une série de débordements et le cas de 2022 étant un peu particulier, maintenant, où se trouve la limite du lit des deux fleuves? Là, il faut se dire que cette limite, elle ne peut pas être statique. Le cours d'eau, c'est un creux, si vous me permettez le terme, pour être plus facile. C'est un creux dans lequel les eaux coulent. Les phénomènes hydrologiques font qu'il peut y avoir de l'érosion. Ce qui peut agrandir l'emprise des rivières, des lacs, où il peut y avoir des phénomènes de sécheresse, de l'ensablement qui peut rétrécir ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous référons aux documents spatiaux que nous avons eus dans les années 50 quelques, 60 quelques, le lit du fleuve Chari n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que voilà, le lit majeur du fleuve s'arrête à tel niveau. Nous pouvons prendre ces mesures par rapport à ce que nous avons vécu cette année. Mais il se pourrait que 20 ans plus tard, si, surtout en milieu urbain, si des travaux ne sont pas faits pour stabiliser ces berges, nous allons connaître une évolution. Ça veut dire que quelques années plus tard, soit ça peut se rétrécir, soit ça peut s'augmenter. Alors, tel que vous expliquez, est-ce que ça veut dire qu'avec l'évolution des choses, la ville de N'Djamena étant dans une cuvette est menacée? Menacée, ça dépend des degrés de menace. Et je crois que pour cette question d'inondation, je voudrais revenir dessus d'une manière générale. Pour vous dire que cette année, les inondations que nous avons connues ne sont pas seulement liées au débordement de fleuves. C'est vrai que c'est là où il y a eu plus de dégâts. Mais le Tchad a commencé cette année à connaître les inondations de la date du 3 août 2022. Par les eaux pluviales? Par les eaux pluviales. Et ces inondations pluviales et fluviales ont concerné 18 provinces. Plus de 360 quelques localités. Et en termes de dégâts, c'est-à-dire, ces eaux ont occupé plus de 17 000 km². Il y a plus de 500 000 hectares de champs qui ont été engloutis. Il y a plus de 19 000 têtes de bétail qui ont été emportés ou engloutis par les eaux. Il y a plus de 1 300 000 personnes qui ont été affectées. Là, c'est des chiffres qui sont enregistrés par les services centraux, les services déconcentrés qui étaient sur le terrain, avec l'appui des organisations humanitaires. Mais il faut se dire que dans la pratique, surtout en milieu urbain, il y a des gens qui ont été inondés, qui ne sont pas allés se faire enregistrer dans les sites de recasement, qui sont allés chez les parents, chez les amis, se faire loger parce qu'il y avait la possibilité. C'est également, c'est des cas qui ont échappé au recensement. Mais de manière globale, et grâce aux instructions de plus hautes autorités, notamment les instructions du général président de transition, il y a le Premier ministre qui a mis sur pied un comité stratégique. Parce que nous avons vécu ces inondations en 2020, nous sommes en train de les vivre en 2022, peut-être nous allons les vivre en 2023, parce que derrière ça, c'est des phénomènes qui sont climatiques, qui peuvent parfois échapper aux prévisions. Donc, la vision des plus hautes autorités, c'est faire de sorte que tous les ministères qui sont impliqués, parce qu'en ce moment, il y a les ministères qui s'en chargent de la santé, de la solidarité nationale, qui sont en train de prendre en charge ces sinistrés. Cette prise en charge, c'est-à-dire venir en aide aux gens qui sont en situation de détresse. Mais la résolution de ces problèmes de manière durable va entraîner une intervention multisectorielle des départements concernés, d'où la nécessité de définir en amont une stratégie et cette stratégie consistera à élaborer un plan de prévention et de gestion des inondations pour la période 2022-2027, pour que ces services qui sont au premier rang dans la gestion de ces inondations puissent être préparés à mieux gérer les prochaines inondations
auxquelles nous ferons face. Monsieur le secrétaire général, à qui incombe la responsabilité de l'occupation anarchique des espaces par la population, à l'exemple de ceux qui occupent les lieux de fleuve? La responsabilité, elle est partagée. La responsabilité est partagée du fait que quand on parle de l'occupation des espaces, on touche directement au droit à la terre, à l'accès à la terre. Dans le contexte tchadien, nous avons des superpositions de pratiques. Notre législation reconnaît, c'est-à-dire deux régimes fonciers. Il y a le régime coutumier, il y a le régime moderne, c'est-à-dire qui est instauré par l'administration. Et ces textes qui datent de 1967, non seulement n'ont pas été mis en application sur le plan national, parce que si on reconnaît qu'il y a des terres qui appartiennent aux communautés et qu'il y en a d'autres qui appartiennent à l'État, il aurait fallu dès la promulgation de ces textes que les services puissent matérialiser physiquement les limites de ces terres qui appartiennent aux communautés et celles qui appartiennent à l'État. Et vous conviendrez avec moi que nous sommes un pays de 1 284 000 km² avec une disparité, c'est-à-dire en termes de répartition des hommes sur cet espace. Jusqu'à aujourd'hui, les villages et les villes, ce qu'on appelle communément en jargon technique les établissements humains, n'occupent que 0,25% de ces 1 284 000 km². Donc, c'est un vaste pays et cet exercice ne pouvait pas se faire, c'est-à-dire pour des raisons économiques, politiques. Donc, ce qui fait que dans la pratique, les gens à qui on a reconnu un certain nombre de droits, ils viennent s'installer sans avoir au préalable une autorisation de la part de l'administration. Et ces occupations sont justifiées parce que l'homme ne va s'installer ne s'installe que là où il y a des potentialités de mener des activités qui puissent assurer sa survie. Vous parlez des lits de fleuves, je ne pense pas qu'un éleveur vienne directement s'installer de manière durable dans les lits de fleuves. S'il y a quelqu'un qui le fait dans le milieu rural, c'est peut-être une communauté qui a beaucoup plus une vocation de la pêche et autres. Même s'il y a des éleveurs qui le font, ils le font de manière temporaire. Et c'est des habitats qui sont faits et qui peuvent facilement être démontés et partir avec. Donc, ce qui veut dire que cette responsabilité, elle est partagée, surtout en milieu rural. Il y a des gens qui s'installent dans des villages au Tchad. Vous ne verrez pas que ces gens détiennent des documents qui attestent, en outre les droits coutumiers qu'ils ont, qui sont reconnus par l'autorité traditionnelle sur leur terre, ils ne détiennent pas de documents. Mais maintenant, dans les milieux urbains, la situation se présente autrement. Parce qu'en milieu urbain, il faut se dire que là également, sur le plan juridique, il y a un certain nombre d'instruments. On ne peut pas, dans un milieu urbain, venir construire comme on le veut. C'est vrai que pendant longtemps, la réglementation en termes d'urbanisme a permis la construction des maisons sans un permis de construire, lorsque ces maisons, chacune de ces maisons n'a pas une valeur qui est égale ou supérieure à 30 millions. Ce problème a été corrigé. Mais ça ne voudrait pas dire que toute construction, avant de se faire, même si on n'est pas assujetti à un permis de construire, on devait venir le faire sur n'importe quel terrain. Parce qu'en milieu urbain, les terrains, il est réparti suivant un plan d'urbanisme et qui donne à chaque parcelle une vocation. Maintenant, ces constructions se sont faites dans la plupart de manière anarchique parce que la ville a grandi, la plupart des villes principales ont agrandi, ils ont englouti des villages qui avaient des statuts purement coutumiers qui se sont intégrés. Et c'était un état de fait, c'est le cas par exemple du 9e arrondissement où une bonne partie était dans les cantons Madiab jusqu'en 2005. Et en dehors de ça, il y a des zones qui ont été loties et par méconnaissance, par manque, je dirais, d'un transfert et des ressources aux collectivités, c'est-à-dire aux communes qui n'ont pas la capacité d'établir ces documents, les gens font des constructions sans toutefois se référer à l'obtention des documents. Donc, cette responsabilité d'occupation incombe également aux citoyens et comme il incombe au service de l'État. Parce que la question d'une ville, c'est vrai que l'État est souverain. C'est l'État
qui définit les grandes orientations de développement d'une ville. C'est les collectivités, les communes qui gèrent les villes. Mais le développement d'une ville est façonné par, c'est-à-dire, sa population, ses valeurs socio-culturelles, sa capacité économique à financer sa ville. C'est ça qui fait le développement d'une ville. Oui, monsieur le secrétaire général, à vous entendre parler, dans les normes administrativement parlant, les espaces doivent être urbanisés avant l'occupation des hommes. Mais justement, pourquoi est-ce que chez nous, ici, comparativement à ce qui se passe ailleurs, on laisse souvent la population occuper d'abord l'espace avant que les services concernés ne passent? Est-ce que ce n'est pas une démission de l'État? Ce n'est pas une démission de l'État en tant que tel. Madame, il n'y a aucun pays au monde qui n'est pas passé par là. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus un phénomène qu'on constate dans les pays du Sud, c'est-à-dire les pays en voie de développement. Quand vous parlez de l'urbanisation, c'est tout un processus par lequel une agglomération est amenée à se doter des caractères d'une ville. La question des villes, qu'est-ce qu'on appelle ville? Ça varie également d'un pays à un autre. Donc, si vous partez dans même les pays les plus développés qui ont aujourd'hui une économie stable, on vous parlera parfois dans certaines villes de bidonvilles. Les bidonvilles étaient un jargon purement urbain. On ne trouve dans aucun village un bidonville. Les bidonvilles, c'est un phénomène purement urbain. Et quand on parle de bidonville, ça veut dire qu'en amont, il y a eu une occupation anarchique. Et dans toute ville, il y a la partie qui est planifiée formellement. Il y a des parties où, lorsque vous êtes sur la phase de planification, c'est-à-dire d'élaboration des documents d'urbanisme, vous êtes amené à intégrer un certain nombre d'agglomérations, comme je le disais tout à l'heure, qui sont au départ peut-être purement rurales, qui sont peut-être historiques, et qu'il faille réadapter et les intégrer dans la ville. Malheureusement, dans notre contexte, la ville de N'Djamena, son développement a été façonné par plusieurs phénomènes. Je vais vous citer un phénomène qui échappe souvent, même à nous professionnels. Vous savez, il y a par exemple le phénomène qu'on appelle la désurbanisation. C'est-à-dire quand il y a un phénomène naturel, où il y a un conflit, qui oblige les habitants d'une ville à quitter une partie de cette ville ou la totalité des villes pour s'installer ailleurs. Si on prend par exemple sur le plan cadastraux de 50 quelques, de 60 quelques, et on fait le lien avec le malheureux événement que le Tchad a connu en 1979, vous vous rendez compte qu'il y a eu une désarticulation du tissu social dans le milieu urbain, en N'Djamena. Et ça a eu des répercussions pendant longtemps. C'est ce qui a amené, c'est-à-dire la vie en communauté dans la plupart des quartiers. Et sur le plan, c'est-à-dire démographique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan religieux, certains des quartiers qui jusqu'à là échappent à cela, c'est quelques quartiers qui sont situés dans le premier arrondissement, une partie des quartiers de 3e, une partie des quartiers de 5e. Sinon, c'est peut-être de nouveaux quartiers qui se développent en ce moment, qui sont en train de se développer différemment. Donc ça amenait les gens à vivre en communauté. Et la ville, elle ne se développe pas comme ça. Cette façon de vivre en communauté, ça a également fait que ça façonnait le front d'urbanisation. Vous savez, une ville, elle se développe en dehors des effets, des contextes social, physique, des terrains sur lesquels elle se développe. Elle se développe pour des raisons économiques et elle ne peut que s'étendre sous forme en toile d'araignée. C'est-à-dire, l'extension est beaucoup plus accrue sur les voies qui communiquent de manière économique avec d'autres agglomérations.
Si vous sillonnez dans la ville de N'Djamena, vous allez voir que le développement qui se fait tout autour de Tougra est plus accéléré. C'est vrai qu'avec ce que nous venons de connaître comme inondation, ça va certainement chuter. Vous partez vers Bakara, vous allez voir tout le long, jusqu'à Klessoum, c'est une extension. Mais quand vous sortez, par exemple, sur la route qui va à Guéwi, ce n'est pas le même type d'extension. Quand vous partez vers la Madji, vous allez voir cette succession jusqu'à Pont-Belilé. Mais quand vous partez vers Mara, ce n'est pas cette même vitesse d'extension. Ça veut dire qu'il y a cette raison économique-là qui façonne l'extension d'une ville. Mais maintenant, sur le plan topographique, les sites de la ville de N'Djamena, c'est un site qui est difficile, surtout pour les opérations d'assainissement, la gestion des inondations. Les documents d'urbanisme qui datent, dont les premières datent de 62, ont beaucoup plus prévu que la ville se développe dans la zone du premier arrondissement, où les sites sont comparativement plus exondés que les sites qui sont situés au nord et à l'est et au sud de la ville. Malheureusement, comme je vous disais, que la ville se développe par rapport aux échanges économiques, entre-temps, il y avait cette vision politique de relier le Cameroun avec le Tchad par un pont à partir des zones de Farsha. Ça aurait pu augmenter les fronts d'urbanisation et, c'est-à-dire, asseoir cette volonté d'étendre le développement de la ville de cette zone. À l'échec de ces projets, et compte tenu des faits que j'ai cités tout à l'heure, les conséquences des événements de 1979, la ville s'est développée du côté nord, nord-est et sud, dans des zones qui sont difficilement aménageables. Et c'est des villages qui ont été en sorte rattachés au périmètre urbain. Et c'est ce qui fait qu'en termes de planification, en termes d'occupation, nous sommes exposés à ce genre de réalité où aujourd'hui, quelqu'un qui a construit à Walia, il a un droit de propriété sur ces terrains parce que nos textes les reconnaissent. Même si aujourd'hui on dit que cette zone n'est pas habitable, il va falloir que nous puissions faire, l'État puisse faire partir ces populations-là tout en respectant les normes en matière de déplacement forcé. Et là, ce sont des cas d'exemple que nous avons dans d'autres villes. Pour vous dire, cette situation peut-être topographique, ce n'est pas seulement propre à la ville de N'Djamena. Vous avez la plupart de nos villes principales. Vous avez Moundou qui est pris dans Tenaï entre le Lagoué, le Logon et d'autres cours d'eau. Vous avez Sar qui est pratiquement dans la même situation. Vous avez Abéchi, il n'y a pas de fleuve là-bas, mais quand il y a une forte pluie, regardez les passages d'eau, c'est-à-dire les eaux qui coulent avec des vitesses, et également des sites qui sont topographiquement pas idéaux, mais comme une ville, elle a toute une histoire. On fait de sorte que les services qui vont être mis en place permettent l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. Et là, c'est des interventions multisectorielles. Oui, monsieur le secrétaire général, les phénomènes du débordement des eaux du fleuve Logone et Chari sont cycliques, vous avez dit. Est-ce qu'on peut connaître les fréquences par année, par combien d'années il faut vivre le même phénomène qu'on a vécu cette année? Aujourd'hui, je ne suis pas hydrologue, je ne suis pas climatologue. C'est un peu en dehors de mon domaine de compétences. Je suis aménageur urbaniste. Mais avec les données, puisque c'est un travail que nous faisons collectivement et que nous utilisons des données venant d'autres professions, il est difficile, même pour ceux qui sont plus spécialisés, d'être en mesure de vous dire que dans 2 ans, dans 3 ans, on va avoir des inondations. On peut le prévoir. Peut-être à l'approche d'une saison de pluie, dire que cette année, la prochaine saison de pluie va être forte, mais on ne peut pas d'avance dire quel type de débordement il va avoir lieu sur les villes. Aujourd'hui, d'aucuns disent que les fleuves Chari et voire même le lac Tchad sont en train de reprendre tout simplement leur lit des années avant l'indépendance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, c'est... Bon, le phénomène, la manifestation de ces débordements a fait penser à ça. Mais les lits du Chari avant l'indépendance, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que ces lits-là, je dirais peut-être il y a un tiers qui est constitué de sable.
qui est constitué de sable, parce que ce fleuve-là, à l'indépendance, était plus profond que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est des phénomènes qui vont arriver de manière spontanée, ce n'est pas pour autant dire qu'ils vont reprendre leur lit. Vous savez, sur le plan d'aménagement du territoire, je vous disais tout de suite que l'écoulement des eaux, que ce soit l'inondation et les débordements, ça se fait par rapport à l'état d'un territoire. Et l'état d'un territoire, il est sujet à des changements, parce qu'il est dynamique. Non seulement du fait des activités humaines, mais du fait également du changement climatique. Nous avons aujourd'hui des cours d'eau qui ont disparu parce qu'il y a le mouvement des sables qui ont englouti tous ces cours d'eau. Et que la hauteur des dunes de sable qui se trouvent là dépasse le niveau des eaux. C'est le cas du lac Tchad. Aujourd'hui, là où il y avait des eaux dans les lacs Tchad, surtout du côté est de l'emprise du lac Tchad, qui est beaucoup plus exposé à l'ensablement. On ne pourra pas venir nous dire aujourd'hui que l'eau est en train de reprendre son lit dans les lacs Tchad tant qu'il n'y a pas un travail de dragage, un travail génie civil pour draguer ces lits-là pour que l'eau puisse revenir dans ces lits. En termes, c'est-à-dire d'aménagement hydro-agricole, il y a eu d'interventions qui ont eu lieu sur certains territoires. Je vous disais tout à l'heure que tous nos établissements humains réunis, c'est-à-dire ville comme village, on n'occupe que 0,25% du territoire. Et ces occupations-là se font beaucoup plus là où il y a l'eau. Parce qu'il y a la terre, il y a l'eau, c'est les deux éléments là réunis. Naturellement, là où il y a l'eau, il y a la vie. Voilà, là il y a la vie. Donc, c'est vers ces zones-là que les populations sont beaucoup plus concentrées. Mais à chaque fois que l'eau fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, voire 15 ou 20 ans, sans passer par là, l'homme viendra se saler là. Et quand l'homme se sale, il y a des interventions qui sont faites par les services de l'État tenant compte des réalités pendant un moment donné. Il y a des aménagements agricoles, il y a des voies qui sont bitumées, il y a toutes sortes d'infrastructures de développement économique qui sont réalisées. Et ces changements qui interviennent sur un territoire, quand il y a une quantité importante des eaux qui débordent, ça change leur philosophie d'écoulement. Aujourd'hui, il y a des zones à Walia, ici, que les efforts des services de l'État ont permis quand même d'épargner. Et c'est là où on avait beaucoup plus peur. Parce que c'est l'ancien Walia, la partie qui est ceinturée à l'intérieur de la digue. C'est là où les constructions, la typologie de l'habitat qui est là, nous faisait beaucoup plus peur. Parce que c'est des maisons qui sont construites en matériaux précaires. Et s'il y avait la digue qui cédait, tard, par exemple, la nuit, on allait peut-être enregistrer des pertes en vie humaine. Mais cela n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu un ouvrage qui a été fait et qui a pu tenir, malgré sa fragilité, grâce à l'intervention des services. Donc ça veut dire que ce sont les types d'aménagements qui imposent également à ces phénomènes-là, c'est-à-dire une certaine logique. C'est lorsqu'ils ne peuvent plus tenir. C'est vrai que quand c'est une confrontation directe, tout ce qui est naturel finit par prendre le dessus. Donc c'est ce qui fait que les eaux débordent par endroits. Il y a des endroits, si on fait une analyse, c'est vrai qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce comité stratégique qui est mis en place sur l'orientation de plusieurs autorités, il y a un comité qui s'occupe de la prévention, que je préside en tant que secrétaire général du ministère en charge de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il y a un sous-comité qui s'occupe de la gestion humanitaire et des réponses post-inondation. Il y a un sous-comité qui s'en charge de la communication. Donc, c'est un travail d'analyse qu'on va faire pour voir, avec les données que nous avons, je suis sûr que nous ne serons pas surpris de comprendre qu'il y a des zones où il y a eu des débordements des eaux en 61 et qu'en 2021, il n'y a eu pas de débordement d'eau, juste parce qu'il y a un ouvrage qui a été réalisé, mais qui a tenu face à ces phénomènes naturels. Oui, monsieur le secrétaire général, si l'on ne stabilise pas les berges cette année, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Je peux vous dire qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que nous puissions
tous les services concernés. Quand je dis nous, ce sont les services des différents départements ministériels qui ont la compétence de la mise en œuvre de toutes les infrastructures qui concourent à la prévention et à la gestion des inondations. Ce travail est en train d'être fait, effectivement, c'est pour que, si nous connaissons les mêmes inondations l'année prochaine, qu'à la réalisation de ces ouvrages, nous ne puissions pas connaître le même dégât. Ou au moins, nous ne pouvons pas du tout connaître un dégât. C'est des prévisions. Ce travail est en train d'être fait et il va être bouclé rapidement. Mais soyez-en sûrs que ça va faire appel à la contribution des uns et des autres. C'est des moyens colossaux qui vont être déployés. Vous avez vu tout autour de Sabangali, vous avez vu des eaux qui suintaient, qui s'infiltraient à l'intérieur de la ville. On a constaté ça vers l'axe qui passe devant CA7, ça a été constaté vers la cuvette Saint-Martin, ça a été constaté vers le marché à Mille. Là, ce sont quelque part des ouvrages dont les capacités ont été atteintes, mais qui ont fait qu'il y a des eaux qui débordent. Donc le travail qui va être fait en amont, c'est non seulement les réadapter par rapport à ce que nous avons vécu cette année, c'est faire de sorte que des travaux soient proposés, notamment en termes d'aménagement des berges, en termes de renforcement des ouvrages tels que les digues, en termes de réhabilitation des rues et des routes nationales. Vous avez vu certainement comme moi sur les réseaux sociaux, la population à Bébija a été obligée de sectionner la route. Alors que cette route-là, si j'ai bonne mémoire, elle est construite, ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans qu'elle n'a jamais été sectionnée. Mais nous avons été surpris cette année que les débordements des eaux entraînent qu'elle soit sectionnée par la population. Là également, c'est des choses qui vont être faites pour réadapter. Il faut peut-être mettre un dallo là et puis voir en mettant un dallo là, peut-être, est-ce qu'on ne fait pas plus de dégâts de l'autre côté? Tout ça, ce sont ces études-là qui sont en train d'être faites pour que des ouvrages dans des zones qui ont été impactées sérieusement soient réhabilités. Mais l'autre aspect, c'est que, je disais tout à l'heure, il y a plus de 1 300 000 personnes qui ont été affectées. Le plus gros travail, c'est le retour de ces gens-là dans leur ménage. Il y a des maisons qui se sont écroulées. Est-ce que les travaux que nous sommes en train de mener, avec des analyses que nous allons faire, il y aura des conclusions pour dire qu'il y a certaines zones qu'on ne pourra pas normalement réintégrer compte tenu du fait qu'ils sont exposés à des risques très graves et qu'avec les changements climatiques, si nous partons sur la base que d'habitude les inondations c'est peut-être chaque 10 ans, chaque 8 ans et que les 2 dernières années, on a eu en 2020, on a eu en 2022 et si ça devait se reproduire en 2023-2024, ça veut dire qu'il faut anticiper, faire de sorte que certaines zones soient peut-être déclarées non edificandi, c'est-à-dire non constructibles, soit qu'on essaie d'imposer à ces zones, c'est-à-dire un certain type d'occupation qui soit spécifique, parce que nous serons obligés quelque part également de s'adapter à cela, parce qu'il y a des villes où les gens partent d'une maison à une autre sur le pirogue. Les gens arrivent à s'intégrer. Mais s'intégrer, c'est faire de sorte qu'en amont, qu'il y ait une définition d'une série, c'est-à-dire des typologies de construction, c'est-à-dire des modèles d'aménagement propres à ces sites-là, pour faire de sorte que, même quand il y a débordement d'eau, que les gens ne soient pas forcés de quitter, mais qu'ils ne soient forcés que peut-être de déplacer d'un point à un autre en pirogue. C'est aussi un mode de transport. Parce que la nature nous impose ça. On ne pourra pas tout casser. Si aujourd'hui, on dit on veut tout casser, casser toutes les zones qui ont été inondées. Si on fait un calcul simple, ce sont des centaines, sinon des milliers, des milliards. Et comme tel, l'aménagement, c'est faire de sorte que nous puissions nous adapter au milieu et que certains phénomènes naturels, nous puissions les dompter. Donc là, sous réserve des conclusions
qui vont être proposés par ces sous-comités techniques que je viens de citer et qui seront soumis naturellement au comité stratégique qui est composé de membres du gouvernement. Je crois que c'est ce genre de solutions sur le plan technique qui sont applicables dans la plupart de ces cas. L'inondation apparaît ici comme une forme de conflit pour l'occupation de l'espace entre l'homme et l'eau. Alors, entre l'homme et l'eau, qui est donc le premier occupant, sinon qui doit libérer l'espace à l'autre? Ça dépend le mot premier. On situe ça par rapport à quoi? Si on situe ça par rapport peut-être à l'an 2000, celui qui est venu habiter de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, s'il n'a pas vu de l'eau là, si on peut l'appeler le premier occupant, il est le premier occupant. Mais maintenant, si en 2022, il y a l'eau qui arrive et qui est plus forte que lui. Moi, je pense que c'est un conflit, comme vous le dites, mais en termes d'occupation des sols, ces conflits existent partout. Ce n'est pas seulement entre l'eau et l'homme. Entre les hommes eux-mêmes, entre les activités que les hommes exercent sur un espace bien donné. Je vais vous citer un exemple simple de ces conflits. Si vous avez une maison d'habitation à côté d'un commerce, quelles que soient les conditions, le commerce va prendre le dessus. Si vous refusez par fierté de vendre ces terrains à celui qui fait le commerce, vos enfants le vendront quand vous ne serez pas là. Donc, c'est l'activité qui a plus de force qui prend le dessus sur l'autre activité. Mais l'homme et l'eau, c'est un phénomène naturel. Face à l'eau, ça dépend de quel type d'eau. Si c'est des eaux qui inondent suite à une forte pluviométrie, qui déborde peut-être de 50 cm sur un terrain quelconque, l'homme a cette capacité, cette intelligence de s'adapter à cela, de faire de sorte que cette eau ne puisse pas les chasser, parce que généralement, ce sont des quantités d'eau qui restent sur un territoire pendant une période bien donnée. Mais si c'est des quantités d'eau qui débordent, comme le lit du fleuve, avec une certaine force, elle va prendre le dessus. Que ce soit l'homme, le groupe d'hommes, tout ce qui est bâti, l'eau finit par prendre le dessus. Donc ça dépend du contexte et ça dépend de quelle quantité d'eau et de quel type d'eau. Est-ce qu'il ne faut pas que la population puisse abandonner ces lits-là et peut-être penser peut-être à déplacer N'Djamena dans une zone qui n'est pas inondable? Je vous disais que c'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions. C'est-à-dire, en matière de planification, on peut avoir plusieurs scénarios. Mais la logique voudrait que ce que nous appliquons soit ce que nous avons toutes les capacités de mettre en œuvre. Faire une nouvelle ville, ça a été expérimenté dans certains pays. En Afrique, on va citer le cas d'Abuja, dont le déplacement a été acté depuis 1976, et qui jusqu'à aujourd'hui, tous les plans qui avaient été proposés, il y a eu plusieurs révisions, tout l'espace proposé en ce temps n'est pas totalement occupé jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu le cas de Yamoussoukro. Donc, c'est l'une des solutions. Mais avant d'arriver à cette solution, et comme je l'ai dit, il y a ce travail qui est en train d'être fait, il faut se dire qu'une ville, elle est comme un être humain. Elle respire, elle transpire. Elle génère des déchets et elle doit être en mesure de transformer ces déchets. De manière classique, dans la ville, tout ce qui est agricole était beaucoup plus des activités qu'on reléguait au milieu rural. Mais avec l'industrialisation, avec la transformation économique, les villes sont aujourd'hui appelées elles-mêmes à produire ce qu'elles consomment. Donc dire qu'on veut déplacer une ville, c'est-à-dire on va pré-planifier une ville, c'est une ville académique qui est sur papier et on va l'implanter, il faut prendre en compte les faits, c'est-à-dire les valeurs propres
à ce qu'on veut mettre dans cette ville. Parce que le vrai problème, c'est que quand vous construisez une ville, vous mettez en place les infrastructures et les infrastructures que l'État réalise, même si l'État accepte aujourd'hui de les réaliser, sans toutefois, en termes de taxes, imposer des répercussions sur la population, mais leur entretien. La population sera obligée de contribuer pour leur entretien. On va faire une viabilisation, on va mettre en place tout ce qui est VRD, c'est-à-dire voirie et réseaux divers, les téléphonies, gaz, normalement, tout ça, c'est des trucs qui passent sous la chaussée. Mais au final, ça va avoir une répercussion sur les prix au mètre carré d'une parcelle. Donc, déjà, ça veut dire qu'on va être dans une situation où une certaine catégorie de nos concitoyens n'auront pas accès à cette terre. C'est autant pour moi vous dire que ça, pour moi, c'est l'une d'options extrêmes. Mais ce que nous pouvons faire, nous sommes à peine 30% en milieu urbain. Nos villes sont des petites villes. La seule ville que nous avons qui dépasse 1 million, c'est N'Djamena. Donc, c'est des villes qui sont encore gérables. Elles sont gérables et elles le seront plus si les documents d'urbanisme deviennent contraignants. Vraiment contraignants pour tous les intervenants et pour la population elle-même. Vous savez, une ville, c'est une vision. Et cette vision, c'est un document d'urbanisme qui le définit pour une période bien donnée. Et pour que cette vision soit une réalité, il faut que les différents intervenants, les démembrements de l'État, eux-mêmes rendent ces documents contraignants. Si on dit aujourd'hui que voilà, on a un schéma directeur de la ville de N'Djamena et que les rues à bitumer prioritairement sont telle rue, il va falloir que le ministère des Infrastructures s'en serve de cela. Et qu'en faisant ce travail, que le ministère de l'eau et assainissement s'en serve de cela pour que à ces bitumages, on puisse aussi intégrer, c'est-à-dire les infrastructures de collecte et de gestion des eaux usées. Il va falloir également qu'au passage de ces bitumages, que la population riveraine s'en serve de cela et que les constructions qui vont être faites soient en conformité avec les normes d'urbanisme imposées dans cette zone. Donc, tant qu'un document d'urbanisme ne devient pas contraignant pour les services de l'État, pour les collectivités, pour la population elle-même, il est difficile d'asseoir un développement, c'est-à-dire qu'il soit vraiment cohérent d'une ville, même si on déplace aujourd'hui une ville sur un autre site. Monsieur le secrétaire général, il semble, selon vos explications, qu'un phénomène semblable à ce qu'on vit donc aujourd'hui a déjà été vécu dans les années 60-70, si j'ai bien compris. Et alors qu'on savait aussi que l'histoire allait se répéter un jour. Pourquoi alors les dispositions n'ont pas été prises à temps pour éviter, sinon minimiser le risque pour la population? Oui, merci. J'ai parlé des 61 parce que le niveau d'eau enregistré au niveau de N'Djamena, parce que non loin d'ici, vers le ministère des Travaux publics, il y a une station de mesure. Le niveau d'eau que nous avons atteint cette année, qui est de 8 mètres 14, c'est-à-dire la hauteur d'eau par rapport au niveau le plus bas du fleuve. C'est 8 mètres 14. Mais en 61, on avait atteint 9 mètres. Mais maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette mesure, en 61, tout ce que les gens ont fait pour gérer cette question était limité sur un territoire qui comptait à peine 350 000 habitants. Et c'est des zones qui sont constituées aujourd'hui essentiellement des quartiers centraux. Et dans de telles situations, et surtout dans des pays comme les nôtres, qui n'ont pas toute la capacité scientifique en termes de recherche pour faire une superposition de ces données, c'est-à-dire étendre les champs d'action, nous sommes des fois amenés à circonscrire nos réflexions dans un
périmètre bien défini. Donc en 61, il n'y a eu qu'un document pour dire comment ce débordement-là a été observé dans des zones qui constituent aujourd'hui les quartiers périphériques. Mais quand cela ne tient, il y a des dispositions qui ont été prises. Sinon, les prévisions que nous avons eues avant que la plus haute autorité de l'État, le général président de transition, ne puisse décréter l'état de catastrophe naturelle, il y avait déjà des alertes où la plupart des quartiers situés à l'est et au nord-est de N'Djamena devaient être sous l'eau. Ça, c'est sur la base des analyses qui avaient été faites. Et c'était vrai. Si cela ne s'est pas produit, c'est parce qu'il y a des services de l'État, il y a des instructions fermes qui ont été données. Il y a le président de la République qui a pris l'initiative personnelle de déployer les génies militaires qui sont jusqu'à aujourd'hui sur le terrain. Il y a tous les ministères qui ont été déployés sur le terrain. C'est ce qui a fait que, par endroits, surtout en ce qui concerne la ville de N'Djamena, c'est vrai que nous parlons de N'Djamena et des autres grandes villes, sans oublier qu'en ce moment, le dégât s'est déplacé un peu vers le lac Tchad parce qu'il y a des îles avec les niveaux d'eau qui vont être sérieusement impactés. Donc, ce sont ces instructions-là qui ont permis vraiment que la situation soit atténuée. Sinon, on avait déjà commencé à enregistrer des débordements des eaux dans Gassi. Tous les quartiers Gassi devaient être impactés, Ambata, Boudalbagar, jusqu'à vers Gabo, et les eaux allaient revenir à l'intérieur de la ville. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les zones qui sont inondées, par exemple à Toukoura, la côte est à 295 mètres par rapport au niveau le plus bas de la mer, et ça c'est des mesures à l'échelle internationale. Quand vous partez vers Diguel, vous êtes pratiquement à la même côte, des fois à 293. Donc ça veut dire que si nous n'avons pas eu de débordement des eaux de ces côtés, il y a eu des prévisions, il y a eu des préventions, des actions préventives qui ont été menées. Menées dans le sens que toutes les brèches qui se trouvaient le long de la rive gauche du Chari ont été renforcées. Parce qu'à l'intérieur, ces quartiers sont plus bas. Et avec le niveau d'eau que nous avons enregistré, il y a des quartiers qui devaient être à 3 mètres sous l'eau. Si l'eau n'est pas arrivée là-bas, c'est parce qu'il y a eu des actions préventives. Mais de l'autre côté, madame, c'est un travail titanesque. La ville s'est développée sur un territoire très large. On a été surpris par un phénomène naturel. Et quelque part, malgré ces efforts-là, nous avons été surpris du côté du 9e arrondissement, où là également, il faut dire qu'il y a eu certains actes de vandalisme. Des actes intentionnels. Juste parce que je suis d'une agglomération qui est sous l'eau, pourquoi les autres sont enveloppés à l'intérieur de la digue. Et quand l'eau atteint une certaine hauteur, et vous venez frayer un petit chemin, il va se frayer tous les chemins. C'est très méchant ça. Donc c'est ce qui a fait que les zones qui sont situées à l'intérieur de la digue, dans le 9e arrondissement, c'est-à-dire les Digangali, Ngeli, Tougra, ont connu cette inondation. Ce n'est pas pour autant dire que la digue n'a pas tenu. La digue telle qu'elle a été réalisée, c'est vrai que le niveau d'eau de cette année était exceptionnel, mais les services étaient déployés. Il faut saluer également les comités qui se sont organisés sur les sites. Nous avons été appelés à descendre parfois sur le terrain à 23 heures où vous constatez une mobilisation de centaines de jeunes qui circulaient 24 heures sur 24 sur la digue. Et c'était pour faire de sorte qu'à chaque fois qu'il y a une brèche, que tout le monde soit alerté pour que des interventions puissent être faites. Et cela n'a pas été possible par ces actes. Et de l'autre part, c'est parce que les zones qui sont situées dans le 9e arrondissement, vous savez, sur le plan des reliefs, les berges du fleuve Logon sont plus bas, comparées aux berges du Chari qui sont surélevées. C'est ce qui fait que le débordement des eaux dans le Logon, à partir du Logon dans les quartiers, se fait plus facilement.
Donc, en résumé, madame, c'est pour vous dire qu'il y a eu des mesures préventives qui ont été prises, il y a eu des services qui ont été déployés sur le terrain 24 heures sur 24, mais quelque part, c'est-à-dire la somme de tous ces problèmes, de l'état même topographique du terrain, la quantité d'eau, l'acte intentionnel de la part de certains de nos concitoyens ont eu raison de ces efforts, surtout en ce qui concerne cette zone spécialement. Sans oublier que la nature est aussi un peu plus forte souvent. Absolument. Aux efforts humains. Absolument. Pour finir, maintenant, quelle est la solution définitive à la problématique du débordement des eaux de fleuve Logone et Chari pour finir? La solution, je crois que je l'ai déjà brossée par-ci, par-là, mais pour revenir, c'est pour vous dire que c'est pour les débordements, surtout en milieu urbain, surtout là où les différentes agglomérations, parce que tout à l'heure, je vous parlais de plus de 360 quelques localités qui ont été affectées. Le travail qui est en train de se faire, c'est voir par agglomération quelles sont les raisons, parce que je vous ai cité ici les raisons en ce qui concerne N'Djamena. Il y en a d'autres villes, d'autres villages qui ont été affectés, c'est voir par où l'eau est passée et pourquoi c'est passé. Et c'est au vu de tout ça qu'on va définir les solutions les plus durables. Et les solutions qu'on va définir, je le dis une fois de plus, seuls les efforts du gouvernement ne suffiront pas. Tant que les populations concernées même ne prennent pas conscience de la situation, ne prennent pas, c'est-à-dire le développement de la ville et de leur ville comme leur affaire à eux-mêmes. C'est-à-dire, malgré que l'État déploie des moyens colossaux, la solution durable, comme je vous l'ai dit sur le site, elle ne sera pas trouvée en dehors du fait que c'est des infrastructures qu'on va mettre en place et qui nécessitent, c'est-à-dire un certain type de comportement, surtout en matière de civisme. Je vous parlais tout à l'heure de la digue. Si vous partez dans des zones où nous sommes intervenus, la digue a été réalisée en 2013. À l'intérieur, il était prévu un passage de 16 mètres tout autour. C'était en prévision aux travaux d'aménagement pour que les engins puissent circuler normalement. Mais la difficulté que nous avons eue sur certains tronçons cette année, c'est parce que ces espaces ont été occupés. Et dans de pareilles circonstances, vous ne pouvez pas venir casser les gens. Donc, il a fallu faire des gymnastiques avec des engins contournés par-ci, par-là pour venir colmater certaines brèches. Donc, la solution la plus durable, là, elle ne peut être que multisectorielle, elle ne peut être que stratégique et elle ne peut être plus efficace que si elle est portée par la population elle-même. Et une ville, elle est dynamique, elle change avec ses habitants, elle s'adapte également au contexte naturel, comme je vous ai dit. Il va falloir que ces eaux-là, cette durabilité-là ne consiste pas seulement à venir stabiliser les berges, à les construire, à construire des digues. Il va falloir que nous puissions penser comment on peut transformer ces eaux-là en potentialité de développement. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, partout au monde, les villes sont appelées à produire ce qu'elles consomment. Donc l'agriculture fait désormais partie des activités urbaines. Donc cette durabilité-là ne peut que s'inscrire dans cette logique, si nous voulons être plus efficaces. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et je reviendrai peut-être prochainement Inch'Allah, dans d'autres conditions et j'aurais souhaité que d'autres professionnels également puissent amener à faire cet exercice parce que c'est la question des villes, c'est la question de l'aménagement du territoire. Il ne saurait être cette politique-là mise en œuvre efficacement si les autres départements sectoriels ne sont pas fortement impliqués à travers tout ce que nous faisons, comme sur le plan de communication. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Aleina Yacoub Possey, a été reçu dans le cadre de votre émission Invité de la semaine. Avec lui, il était question de la situation des inondations causées par la montée des eaux du fleuve Chari et Logone, notamment. Hindame Chérif et moi-même, Suleiman Diabo, vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de l'invité de la semaine.
Merci.